Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Les Rendez-vous de l'Info, l'émission dans laquelle nous parlons de l'actualité de ces derniers jours, une actualité qui a été riche. Nous sommes du côté de Baobab et je m'en vais retrouver mon invité. Suivez-moi. Je suis maintenant aux côtés de mon invité. Il s'agit de Mahmoud Aziari, que vous connaissez, Mahmoud Aziari, qui est entrepreneur. Bonjour Mahmoud. Bonjour Amina. Alors on va parler avec vous de l'actualité à Mayotte. C'est l'objet de cette émission Les Rendez-vous de l'Info. On revient sur les sujets marquants de ces derniers jours. On va tout de suite commencer par ce toilettage institutionnel avec ce colloque qui s'est tenu 2 jours durant cette semaine où les uns et les autres ont discuté, ont émis des propositions pour justement revoir le statut de notre département. On regarde le reportage et on en parle juste après. Révision du Code général des collectivités territoriales, traitement des questions relevant du Code électoral, prise en compte de certaines compétences au regard des spécificités du territoire. Le projet de toilettage institutionnel du statut de Mayotte est actuellement en discussion. Économie, développement humain, fiscalité, ressources, coopération régionale. L'objectif est de permettre à l'institution d'être mieux armée face aux compétences qui sont les siennes. Un expert venu spécialement pour l'occasion nous en dit plus sur ces 2 jours de colloque. Il s'agit, dans le cadre de ce toilettage institutionnel, d'abord de parachever et d'achever le processus purement institutionnel de collectivité unique qui a été entamé surtout à partir de 2009 et de la consultation de la population, et de renforcer le volet régional des compétences de la collectivité unique. L'enjeu est immense, même si certains évoquent un retour en arrière. En effet, en juin dernier, le président du conseil départemental, le député Aboubacar, ou encore le sénateur Ladjo ont signé une motion afin que la proposition de loi du sénateur Tani, qui portait sur ce toilettage institutionnel, soit suspendue. Un souhait exaucé par le gouvernement, mais que Tani Mohamed Soali peine toujours à comprendre. J'ai une impression un peu de perte de temps, ou en tout cas de retour en arrière, parce que moi je dirais 80 à 90% de ce qui est proposé, notamment dans le discours du président du conseil départemental, était déjà dans la proposition de loi que j'avais présentée récemment, et on aurait pu continuer avec la navette parlementaire à compléter si elle devait être complétée. Il reste à espérer que cette fois, les élus réussiront à s'accorder afin de porter ensemble ce projet de toilettage. En effet, la départementalisation a été très mal préparée et cette refonte institutionnelle doit permettre de corriger le tir. La difficulté, c'est qu'on a étendu trop vite des normes, si vous voulez. La départementalisation, c'est entendu comme l'application du droit commun, devait être progressive et adaptée. Elle a été ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu d'adaptation réelle. On n'a pas prévu de dispositions spécifiques pour les rythmes scolaires, alors qu'on connaît tous la situation des écoles et de la scolarité à Mayotte. On n'a pas mis de dispositions spécifiques en matière fiscale, notamment en termes de valeurs locatives, de sorte qu'à l'heure actuelle, les valeurs locatives sont les plus élevées de France. Je pourrais multiplier les exemples. Donc effectivement, tout ce processus qui s'est passé n'a pas été suffisamment calé, adapté, voire dérogé à la situation de Mayotte. Et je pense que la nouvelle collectivité, la collectivité unique qui existe, mais qui doit voir ses compétences renforcées et mieux calibrées, aura les moyens, dans le cadre de la future loi pour laquelle nous travaillons, les moyens de pouvoir mieux adapter les normes et les compétences à la situation de Mayotte. Le projet de loi, une fois rédigé, devrait être soumis à l'examen du Parlement courant 2018. Le chemin est donc encore très long et fastidieux, mais ô combien important pour le département. Alors un statut qui, semble-t-il, va être revu, en tout cas ici nos élus, beaucoup de gens qui justement se sont penchés sur la question du statut de Mayotte veulent avoir un statut qui est amélioré, parce que d'après ce qu'on dit, la départementalisation n'a pas été préparée, en tout cas mal préparée. Vous en pensez quoi, Mahmoud, de toutes ces discussions, de tout ce qui se fait autour de cette question ? Alors nous sommes en 2017, nous sommes département depuis 2011, ça va donc faire bientôt 6 ans. Alors si au bout de 6 ans on se pose ce genre de questions, c'est qu'effectivement tout a été mal préparé. Mais la Cour des comptes a dit que c'était mal préparé à partir de problèmes financiers, pas de problèmes institutionnels à la base.
Alors, on est une collectivité unique. On est donc département et région. Et tout le monde sait que dès le départ, on est resté un département, en plus un département pauvre. Et on n'est pas région. Même avec le contrat de projet État-région, on a eu un premier contrat 2008-2013, donc qui était avant la départementalisation et après, et ça n'a pas marché. Donc si ça n'a pas marché avant, on pourrait dire mais ça n'a pas marché parce qu'on n'était pas département. Mais après, ça n'a pas marché non plus. Donc même quand on est devenu département, ça n'a pas marché. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un autre contrat de projet 2014-2020 qui ne marche pas non plus, alors qu'on est en plein dans la départementalisation et depuis 2014, on est en Europe. Donc, est-ce que le problème est institutionnel ou c'est un problème de pratique, de quelque chose qui n'a pas été fait? Ou de volonté politique aussi. De volonté peut-être, politique. Mais personne ne va dire qu'aujourd'hui, dans une organisation globale qui est l'organisation de la France, on ne sait pas quelle est l'organisation qui se fait à Mayotte, alors que Mayotte est un territoire de la France inscrit aujourd'hui à l'article 73 de la Constitution. Donc c'est juste une question de volonté politique, de planning, mais de vouloir faire. Alors, bien entendu... on parle de rapprocher plus ou moins le statut de Mayotte de celui de la Guyane ou de la Martinique. Vous en pensez quoi? Mais bien sûr, mais on est déjà collectivité unique. D'une certaine façon, c'est même nous qui étions censés expérimenter cette collectivité unique. C'est là où, ici, on rate tout. Parce que justement, parce qu'on a été pratiquement le premier à être projeté tout de suite, parce que ça a été d'abord département depuis 1946, et puis ils deviennent collectivité unique. Mais nous, dès l'entrée dans la départementalisation, on est devenu collectivité unique et pratiquement... Donc le laboratoire. Donc, mais dans le laboratoire, c'est là où on essaye les choses. Et donc quand on essaye, on fait des choses on essaie de faire des choses très bien pour voir si ça marche très bien. Et si ça marche très bien, on les copie, les autres copient. Mais on n'a rien fait. Et finalement, ce sont les autres qui passeront derrière, peut-être, qui vont faire des choses que nous devrons copier. Non, dans cette histoire-là, nous avons raté le coche complètement. Alors, si je comprends bien, Mahmoud, d'un côté, du côté de l'État, les choses n'ont pas été faites correctement, mal préparées, et de l'autre côté, peut-être nos élus n'ont pas suivi justement le travail, n'ont pas fait le travail requis par la suite. C'est ce qu'on doit comprendre dans vos propos? Oui, mais l'analyse de Mayotte, elle est déjà faite. On sait qu'il n'y a pas d'élus à Mayotte. Il n'y a pas d'élus charismatiques. Il n'y a pas d'élus qui comprennent les choses. Il n'y a pas d'élus capables de se projeter. Il y a des moments où je dis que ce n'est même pas leur faute. Parce que quand vous regardez les autres élus dont on parle, ils sont installés dans la politique. Quand vous regardez à Martinique, Serge Letchimy, maire, député, président du conseil régional, redevenu député, etc. Quand vous regardez Vergès, il a eu des années en politique. Avant, on a eu Bamana, il a été 27 ans président du conseil général, etc. Aujourd'hui, vous avez juste des gens qui font de la politique alimentaire. Et puisque la population sait que c'est de la politique alimentaire, les gars, ils passent, ils font un mandat, ils s'en vont. Et donc, ils savent qu'ils ont très peu de chances d'être élus. Donc déjà, ils sont nuls au départ, mais eux-mêmes se disent, de toute façon, c'est pas la peine que je me projette sur 40 ans, donc c'est pas la peine que je réfléchisse sur 40 ans, puisque je ne serai pas là à la prochaine mandature. Donc la politique elle-même à Mayotte étant devenue une sorte une sorte de cantine, il n'y a personne qui se dit, c'est un sacrifice que je fais, et donc je me projette... d'hommes et de femmes de conviction, selon vous. Mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Alors quand je dis il n'y a pas un seul, mais réellement, il n'y en a pas un seul. Et chacun, on dirait même que ça se dispute pour faire des bêtises. Et on les subit. On a posé l'histoire, par exemple, du cabinet. Aujourd'hui, on a un cabinet qui n'est fait que de politique et de gens qui, la plupart du temps, ont échoué en politique. Alors, bien entendu, on peut se dire, ok, mais le président fait quelques cadeaux à des amis. Mais mon Dieu, sur 5, je crois, personnes au cabinet, mais prenez-en un qui est un technicien et 4 politiques. Et là encore, j'exagère, mais prenez des techniciens. Mettez 2 à la limite, 2 politiques et 3 techniciens. Mais prenez au moins des techniciens. Ne prenez pas que des politiques qui sont eux-mêmes des gens qui sont déçus du fait qu'ils n'ont pas été élus et qui passent parfois leur temps à vouloir juste se venger. C'est ça. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qui les intéresse? C'est Mayotte ou c'est eux-mêmes? Et tout le problème est là. Et c'est ça qui a fait qu'on a perdu autant de temps et qu'on perd autant de temps aujourd'hui, y compris à ne même pas
savoir utiliser l'argent qu'on met à notre disposition pour développer l'île. Alors on va parler d'un autre sujet, Mahmoud, mais qui va sûrement contribuer au développement de Mayotte, notamment dans le milieu économique. On va parler de cette zone franche que réclame depuis quelque temps le président du MEDEF, Thierry Gallarme. Une zone franche qui a été défendue à Paris cette semaine. On regarde le reportage Mahmoud et on en parle juste après. Une zone franche ou la mort, déclaration sanglante et sans appel de Thierry Gallarme. Le président du MEDEF Mayotte relance de nouveau l'idée de redéploiement immédiat de cette mesure sur le territoire. Une mesure pour laquelle la Confédération des petites et moyennes entreprises est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, le MEDEF a pris le combat. On s'en félicite parce que toutes les entreprises de Mayotte ont besoin d'être soutenues parce que notre département est un département au rabais. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres départements, donc on est avec le MEDEF sur ce combat. Un combat qui ne fait que débuter. Ce mercredi, le MEDEF affichait ses ambitions pour les Outre-mer. L'organisation patronale lançait son programme France Outre-mer 2020. Pour le 101e département, 7 propositions pour relancer l'attractivité du territoire. En tête, la zone franche. Et à l'approche de l'application du Code du droit commun dès janvier 2018, les entrepreneurs sont inquiets pour l'avenir de l'emploi à Mayotte. Nous n'allons pas laisser nos entreprises mourir. Nous allons licencier en masse pour pouvoir maintenir nos emplois. Parce qu'un chef d'entreprise, avant tout, c'est son emploi. L'emploi du chef d'entreprise est une priorité. Si le chef d'entreprise ne peut pas vivre avec son emploi, avec son entreprise, ça ne sert à rien de recruter ou d'embaucher des gens. Avant de fermer les entreprises, on va licencier en masse. Et ça va être une catastrophe sociale sans précédent. Une zone franche devenue vitale pour la survie des entreprises locales et éviter le chaos de l'emploi dans un département qui compte le plus fort taux de chômage. Mais cela a un coût, 60 millions d'euros sur 10 ans, d'après la Fédération des entreprises des Outre-mer. Alors, une zone franche avant 2018, où c'est la mort à Mayotte, la mort des entreprises mahoraises. Ça vous choque ce genre de propos, Mahmoud? Ou ça vous parle? Non. Il faut partir d'une réalité. Nous sommes réellement dans une île sous-développée. Donc si nous voulons à un moment donné nous battre pour arriver chez les autres, ça veut dire qu'il faut un coup de pouce. Vous voyez, tous les grands pays qui se sont développés, les pays émergents par exemple, ont toujours pris des mesures comme ça. Par exemple, à Maurice, quand ils voulaient développer leur secteur de l'exportation, ils ont exporté du sucre, ils ont exporté du textile, ils ont exporté beaucoup de choses. Mais pour le sucre, par exemple, il y avait des prix libres du marché, mais des élus sont allés négocier des prix avec des pays qui étaient beaucoup plus élevés que le prix libre pour arriver à faire rentrer des devises chez eux. Mais ils ont créé aussi, par exemple, l'Export Processing Zone. Et sur l'Export Processing Zone, les investisseurs qui venaient de l'extérieur avaient effectivement des exonérations sur l'impôt sur les sociétés, sur les taxes à l'exportation, etc. Donc, arriver à booster quelque chose, il faut toujours donner un coup de pouce. Et ce sont les États qui font ça pour donner des coups de pouce. Les coups de pouce, c'est d'abord pour permettre, ne serait-ce que le démarrage des entreprises jusqu'à ce qu'elles soient fortes pendant les 10 premières années. Et puis après, les aider à avoir des structures pour vendre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, avoir une zone franche, c'est pas forcément une nouveauté. C'est juste qu'on ne l'a pas fait, mais dans l'Hexagone, il y a plein de zones franches urbaines qui ont été créées. À La Réunion également. Pour arriver à booster les choses. Donc les entrepreneurs mahorais essaient de le faire ici, c'est pas du tout faux, mais il doit y avoir des mesures sur des tas de choses. Vous voyez, quand on veut construire ici et qu'on importe du matériel, des matériaux de l'extérieur, ça revient très cher ici, notamment avec l'octroi de mer, etc. Alors qu'on a besoin de cette activité pour rebooster l'emploi derrière et plus tard pour payer des impôts sur les sociétés et donc mettre de l'argent dans les comptes de l'État ou dans les comptes des collectivités. Donc, aider au départ, c'est pas de l'argent perdu. On aide, donc on perd quelque chose qu'on aurait pu gagner, mais en faisant en sorte
que ceux qui en bénéficient grandissent, demain, ça devient un investissement. Donc, c'est pas une perte. Une zone franche globale ou urbaine, c'est un investissement pour le futur. On a entendu ce chef d'entreprise, donc affilié à un syndicat de patrons, qui dit que justement, s'il n'y a pas cette zone franche au niveau de l'emploi, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose puisqu'ils vont devoir licencier. Ça sera une catastrophe sociale pour Mayotte. Est-ce que vous acceptez, vous validez ce genre de propos? Alors, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec les gens du MEDEF. C'est pas parce qu'il n'y a pas une zone franche que l'économie est morte. Non, l'économie de Mayotte est morte parce que Mayotte n'est pas en développement, mais Mayotte est en sous-développement. C'est pareil, il y a des moments où il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste regarder ce qui se fait aux autres. L'économie est quelque chose qui connaît des multiplicateurs. C'est-à-dire que si vous créez une activité aujourd'hui, votre activité va générer des revenus qui vont pousser à d'autres activités. Vous travaillez, vous faites de l'épargne va à la banque a de l'argent, elle peut prêter à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre va pouvoir créer une entreprise, va utiliser des gens, ces gens vont avoir un salaire, avec leur salaire ils voudront consommer, et donc en voulant consommer, ils vont avoir une demande, et la demande doit avoir une offre, et une offre va créer une entreprise. Donc toutes ces choses-là se lient. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le développement de Mayotte étant lui-même en panne, l'économie elle-même étant en panne, c'est d'abord la base de ce qui ne marche pas. Voilà. C'est comme si vous disiez à des gens que il n'y a pas de produits dans les magasins, alors que s'il y avait des produits, il n'y aurait pas d'argent pour acheter. Il faut d'abord avoir de l'argent pour acheter, et puis avoir des produits, et ces produits doivent après être accessibles par rapport aux revenus qu'il y a pour pouvoir les acheter. Il y a toujours quelque chose qui précède l'autre, mais ce qui se passe à Mayotte, c'est qu'il n'y a rien pour booster l'économie ici. Alors justement, il y a une question qui se pose, Mahmoud. On sait que on parle de cette zone franche pour aider les entreprises locales, notamment les petites entreprises, moyennes entreprises. Mais aujourd'hui, si on a une zone franche, est-ce que ça ne va pas attirer de grosses entreprises extérieures qui aujourd'hui, après, vont peut-être étouffer les entreprises locales? Est-ce que ce n'est pas un risque aussi quelque part? Il faut un plan global de développement et de soutien aux entreprises. Je reviens toujours sur le cas de Maurice. Quand Maurice est développé, regardez tous les grands hôtels de Maurice. Vous trouverez qu'à Maurice, les actionnaires qui sont dedans, vous avez des gens qui viennent de Malaisie, de Singapour, d'Indonésie, d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Mais le gouvernement mauricien a dit, quand vous arrivez ici, nous avons aussi nos capitalistes intérieurs, notamment ceux qui sont faits de l'argent en vendant le sucre. Il dit, ok, vous le prenez dans la moitié de votre capital, et ils vont apprendre avec vous. Une sorte de protectionnisme en fait. C'est une sorte de protectionnisme. L'île Maurice a fait ça, mais la Chine a fait ça. Il faut savoir que la plupart des grandes sociétés chinoises sont des sociétés qu'on appelle ça du capitalisme d'État. Le capital est détenu par l'État chinois. L'État chinois qui est riche, parce qu'au fur et à mesure, ils ont des produits de leur balance de paiement, notamment de leur balance commerciale, qui s'élèvent à des milliards, à des milliers de milliards de dollars. Donc, ils arrivent à investir sur de grandes sociétés et d'attaquer le marché. Et les Chinois, qui étaient bêtes avant, qui mettaient des apparatchiks communistes à la tête de leurs entreprises, ont compris maintenant, ils mettent des gens qui viennent de Harvard, de Columbia, de la London School of Economics, de HEC, à la tête de leurs entreprises aujourd'hui. Mais à partir du moment où ils prennent ces patrons venus de l'extérieur, ils mettent un Chinois à côté pendant qu'ils envoient leurs propres étudiants dans ces grandes écoles. Et les gars apprennent avec ces gens qui viennent de l'extérieur, mais de plus en plus, ce sont les Chinois formés qui prennent ces entreprises et qui se projettent. Donc l'idée de faire venir des gens de l'extérieur n'est pas une fausse idée, mais à condition qu'ils ne soient pas des impérialistes, des dominants, mais des gens qui amènent leur savoir, et on utilisera ce savoir demain pour être nous-mêmes indépendants par rapport à eux et nous projeter pour attaquer le marché intérieur et le marché international. Qu'ils n'y viennent pas juste pour du profit, mais aussi pour un vrai développement de Mayotte. Bien sûr. On va continuer, Mahmoud, avec maintenant les chiffres de l'immigration qui ont été dévoilés par le préfet Frédéric Vaux et le procureur de la République, Joël Garrec, des chiffres qui montrent une immigration clandestine qui est en hausse, avec des reconduites à la frontière qui ont augmenté. On regarde les précisions dans ce reportage et on en parle juste après. La lutte contre l'immigration clandestine, un enjeu prioritaire pour le 101e département. À ce sujet, Mayotte enregistre pour l'année 2016 22 677 reconduites aux frontières contre 18 763 en 2015, soit une augmentation de 21%.
Un résultat encourageant qui n'empêche un flux quasi inarrêtable. Face à l'explosion démographique du territoire, de nombreuses pistes sont mises en avant. La semaine dernière, les sénateurs Thani Mohamed Swalihi et Abdourahmane Swalihi ont déposé 2 amendements dans le but de modifier le régime du droit du sol dans le cadre de la loi Égalité réelle Outre-mer. Tentative sans succès. Ça n'a pas marché, il faut réfléchir à d'autres pistes. De toutes les façons, je l'ai toujours dit, et notamment devant vos antennes, qu'il n'y avait pas une solution miracle. Et je pense que vraiment la conscientisation, la prise de conscience accrue de la population par rapport à cette problématique doit être faite. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est la responsabilité des institutions, c'est notre responsabilité à tous. Du côté de la CIMAD, on salue le rejet d'un amendement qualifié d'anticonstitutionnel. Il y a 11 ans, on avait déjà essayé, des sénateurs locaux avaient déjà essayé de déposer un amendement de ce type qui avait été refusé parce qu'il avait été jugé non constitutionnel de la part du Conseil d'État. On se demande pourquoi on attaque la question de la démographie, le problème démographique à Mayotte par ce biais-là qui est inconstitutionnel, alors qu'on pourrait se poser la question de permettre aux personnes qui sont en situation régulière à Mayotte de se rendre à La Réunion et en métropole sans visa, alors que pour le moment on leur impose un visa et donc la plupart ne peuvent pas partir de l'île. Autre amendement rejeté dans le territoire, elle concerne l'application de la loi du 7 mars 2016 sur l'intervention du juge des libertés et de détention pour les personnes placées en centre de rétention administrative. À Mayotte, la rétention peut atteindre 5 jours contre 48 heures sur le reste du territoire. Pour la CIMAD, il s'agit d'un nouveau coup dur pour le droit des étrangers. On s'attaque encore une fois aux droits des étrangers alors que cette mesure pouvait être appliquée à 48 heures. Le sénateur Thani l'a dit lui-même au Sénat, il faut payer 2 juges, trouver une autre salle d'audience et cette mesure est applicable. Donc juste pour une raison de moyens, on va s'attaquer encore une fois aux droits des étrangers et ne pas aborder les questions de fond pour Mayotte. Après le rejet de ces 2 amendements, la situation de l'immigration est encore loin d'être réglée pour le plus jeune département français. Alors Mahmoud, on l'a vu, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'immigration clandestine, on a beaucoup parlé de ses conséquences, on a vu pas mal de choses autour de cette question. Votre réaction ? Mais ma réaction, c'est que je me demande de qui on se moque dans cette histoire-là. Parce que moi, je suis revenu à Mayotte en juillet 2005. Donc bientôt, ça va faire 12 ans. Okay, en juillet 2017, ça va faire 12 ans. Et chaque année, je vois que les reconduites à la frontière, c'est 19 000, 20 000, on a même 21 000, 22 000, 25 000. Mais si je prends par exemple 20 000 en moyenne par an, au bout de 10 ans, vous avez 200 000 reconduites à la frontière. Donc au bout de 12 ans, vous avez 240 000 reconduites à la frontière. Okay? Et pourtant, ça augmente. Donc il y a bien un problème quelque part. Ou bien il n'y a pas de reconduite, ou bien les gens qui sont reconduits reviennent tous, et en plus viennent des gens qui n'ont pas été reconduits pour que le solde soit chaque fois positif, alors qu'on enlève des gens. Si vous enlevez des gens, c'est que ceux que vous enlevez reviennent, ou alors d'autres viennent, mais en quantité plus importante. Donc tout ça, c'est un échec à la base. Ou bien le système pour arrêter les gens à la frontière est très mauvais, il faut le renforcer, le revoir, ou alors la France doit se décider, comme les États-Unis l'ont fait, comme beaucoup d'autres puissances le font, à voir cette question de l'immigration au niveau à la fois régional et au niveau international pour le traiter. Et la seule façon de le traiter, c'est de faire en sorte que ce que ces gens viennent chercher chez nous puissent se retrouver chez eux. Alors Mahmoud, merci d'avoir répondu à des questions. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure. Nous
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Nous sommes toujours au même endroit avec mon invité Mahmoud Aziari, entrepreneur. Mahmoud, l'actualité, vous l'avez suivi ces derniers jours. On va en parler ensemble. On va continuer avec cette phase de test dans laquelle l'INSEE s'est lancé, une phase de test pour justement préparer cette enquête budget de famille qui aura lieu dans quelques mois. Une enquête qui va justement déterminer les différents postes, en tout cas les principaux postes de dépenses des ménages ici à Mayotte. 300 familles sont concernées. On regarde les précisions dans ce reportage et on en parle juste après. L'enquête budget de famille avait déjà été menée sur le territoire en 1995 et en 2011. C'est à partir de cette dernière qu'il a pu être déterminé que 26% des ménages de Mayotte avaient une consommation liée à l'alimentaire et que 84% de la société mahoraise vivait en dessous du seuil de bas revenus métropolitain. Pour l'INSEE, l'enquête est donc fondamentale. Il est évident que l'éclairage qui est apporté par rapport à ces éléments sont des éléments de connaissance fondamentaux, d'abord au niveau central, mais aussi au niveau local. Ça nous permet de voir vers quelle société on se projette. On voit pour le moment que la société du loisir n'est pas encore très développée à Mayotte, mais on verra dans le futur si c'est des choses qui se développent ou pas. 12 enquêteurs, dont des agents parlant le shimaoré et 4 agents de bureau, se rendent donc depuis le 18 janvier dernier sur le terrain et intervieweront 300 ménages jusqu'au 25 février. Tout cela afin de permettre de calibrer au mieux le dispositif par rapport aux spécificités locales. Les ménages doivent remplir toutes les dépenses durant la semaine, donc 7 jours consécutifs entre la visite 1 et la visite 2. Donc là, c'est surtout qu'en ce moment, on est vraiment en phase de test. Donc nous, on est vraiment en soutien de l'enquêteur, mais on est aussi là pour observer les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, que rencontrent aussi les enquêteurs, pour se rendre compte des difficultés. Des réponses à un questionnaire et un carnet de dépenses à remplir pendant une semaine. Que consomme-t-on le plus à Mayotte? Quelles sont les différences de consommation entre les ménages les plus modestes et les plus aisés? Quel est le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de bas revenus? Cette enquête permettra d'y répondre, mais aussi de comparer avec les chiffres de 2011. Résultat, fin 2018. Alors comment les familles mahoraises dépensent leur argent? Quels postes de dépenses principaux vont être déterminés? En fait, Mahmoud, ce genre d'enquête, aujourd'hui on parle beaucoup de l'INSEE, de ces chiffres. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est des choses très très utiles. Très utile. D'ailleurs, je crois que c'est la devise de l'INSEE, analyser pour comprendre ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas en tête. Mais ce sont des enquêtes qui sont extrêmement utiles et c'est dommage qu'elles aient tardé à venir ici. Maintenant, moi, par rapport à tout ça, j'ai un point qui est singulier et j'aimerais bien, si le directeur de l'INSEE à Mayotte m'écoute, il y a une question de prix. Vous savez, quand vous mesurez, par exemple, quelque chose comme le PIB, le produit intérieur brut, vous avez le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB réel, c'est le PIB qui est ramené au niveau général des prix. Mais quand vous parlez de croissance, vous parlez aussi de croissance nominale, de croissance réelle. Tout est ramené d'une certaine façon au réel. Et quand, par exemple, le directeur, ils ont déterminé à la précédente enquête que 84% des Mahorais vivent en dessous du niveau du seuil de pauvreté qui a été déterminé au plan de la France. Je crois que c'est 22 000 quelque chose euros par an. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que quand vous avez 22 000 euros en France, vous pouvez acheter des choses en France, mais si vous avez 22 000 euros à Mayotte, vous achetez à peine le tiers de ce que vous pouvez acheter avec 22 000 euros en France. Donc dans la réalité économique, quand vous ramenez ça au niveau général des prix, vous prenez un prix par exemple à indice 100 dans l'Hexagone, à Mayotte ça devient 300. Donc quand vous ramenez 100, si vous dites 100 c'est 1, vous prenez 22 000 divisé par 1, ça fait 22 000, mais vous prenez à Mayotte 22 000 divisé par 3, vous n'avez plus qu'un peu plus de 7 000. Donc en réalité, le vrai niveau de pauvreté à Mayotte, il est beaucoup plus élevé que ce qui est donné statistiquement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une histoire de courbe d'inégalité. La façon dont les revenus sont distribués. Et si vous prenez un revenu moyen, ça reste un revenu moyen.
Mais si vous regardez la distribution, vous vous rendrez compte qu'à Mayotte, la plupart des profits qui sont réalisés, de tout ce qui est créé comme richesse, va dans les très grands groupes, même si l'origine de tout ça, souvent, ce sont des ressources des administrations qui boostent cette croissance-là. Mais la redistribution au niveau de la population est très faible, en particulier. Donc il y a de grandes disparités qui n'apparaissent pas justement dans les chiffres. Parce que les niveaux de salaire moyens sont très faibles. Et en plus, il y a un niveau de chômage qui fait qu'une très grande partie de la population ne travaille pas. Donc la situation, elle est beaucoup plus catastrophique dans l'analyse en même temps du taux d'activité et du niveau général des prix que ce que laissent entendre les chiffres bruts. On parle d'une croissance en hausse, mais justement qui est boostée par la consommation uniquement. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, Mahmoud ? La croissance en hausse, vous pouvez toujours avoir une croissance en hausse. Mais d'abord, si vous avez une croissance de 7%, par exemple, de production, et qu'en même temps, vous avez, par exemple, 3, 4, 5, 7, 10% de croissance de la population, et qu'en même temps, vous avez 4, 5%, 6% d'inflation, alors cette croissance, en réel, elle devient négative. Donc clairement, ces chiffres qui sont justement donnés par l'INSEE pour vous ne reflètent pas forcément la réalité. Moi, la réalité, les chiffres donnés par l'INSEE m'intéressent parce que ça me permet de regarder, de comprendre. Mais si vous avez une véritable croissance dans un pays, ça signifie que vous avez du développement, le pays se développe. Et quand un pays se développe, ça se voit d'abord dans ses hôpitaux, dans ses écoles, dans ses routes, dans ses équipements sportifs, dans les équipements culturels, dans les transports, les bateaux, les avions, etc. Et quand vous regardez dans l'urbanisme, et quand vous regardez Mayotte aujourd'hui, vous voyez qu'à ce niveau-là, on est en recul et donc nous ne sommes pas en développement. C'est une façade, mais nous ne sommes pas en développement. Quand nous serons vraiment développés, comme Maurice, comme la Chine, etc. Alors vous le verrez parce qu'il y aura des bâtiments, des routes, des gymnases, des stades. On verra à ce moment-là qu'on est vraiment développé. Donc c'est un développement qui doit être palpable. Merci beaucoup Mahmoud. On va passer à un autre sujet. On va aller du côté du CHM où les vœux ont été présentés cette semaine avec le directeur, notamment Étienne Morel. Une année 2017 a été évoquée, une année difficile pour le personnel, une année très chargée. Alors on verra ce qu'il en est de cette année 2017, ce qui est prévu. Qu'est-ce que le CHM va mettre en place? On en parle tout de suite dans ce reportage et nous, on en discute juste après. Oublier une année 2016 particulièrement éprouvante, c'est l'objectif du centre hospitalier pour cette nouvelle année. Réunis à l'occasion d'une cérémonie de vœux, personnel, direction du centre hospitalier et élus ont pu faire le bilan du système de santé au niveau local. Un bilan très mouvementé. Les besoins de soins, les demandes d'intervention, notamment liées aux naissances, n'arrêtent de croître et il faudrait que, bien évidemment, les moyens puissent suivre. Il a fallu s'adapter, il a fallu recruter du personnel, parfois agrandir un peu les murs, mais le personnel a fait face avec beaucoup de professionnalisme et d'abnégation. Services saturés et personnel dépassé par le flux de fréquentation, l'état de santé hospitalier est plus que critique. Pour le 101e département, en attestent les chiffres de la natalité, avoisinant les 10 000 naissances, un nouveau record pour la première maternité de France. L'hôpital est en train de traiter des sujets qui ne dépendent pas de sa volonté, notamment cette immigration clandestine. Donc je forme le vœu qu'on commence enfin à trouver la solution par rapport à ce fléau qui plombe nos politiques publiques. En plus d'un manque criant d'infrastructures, le service hospitalier peine toujours à trouver du personnel, malgré le recrutement de 114 agents pour pallier ce déficit. Pas de quoi baisser les bras. On se bat, mais c'est un peu plus difficile. Donc il faut qu'on essaye de recruter tous azimuts, de promouvoir une politique d'attractivité pour inciter les personnels à venir travailler sur le CHM. Tout le mal espéré pour garantir l'offre des soins dans les années à venir, notamment avec la livraison prochaine d'un nouvel centre hospitalier en Petite Terre. Alors les vœux du CHM, c'était cette semaine. On a vu des personnalités, notamment le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Mahmoud Aziari, vous, qu'est-ce que vous pensez de notre système de santé, notamment ce qui se passe au niveau des remboursements, au niveau de l'offre de soins notamment?
Pour moi, c'est un secteur, au moins au niveau des prestations sociales, qui n'est pas très mauvais. On m'a même dit que de temps en temps, par rapport au problème de la sécurité sociale, c'est Mayotte qui a un excédent et qui envoie de l'argent là-bas. Mais peut-être que Mayotte a un excédent aussi parce que le système de santé à Mayotte est tellement sclérosé que finalement il n'y a pas de dépenses de santé. Il suffit de voir si vous êtes malade pour arriver à avoir un médecin de ville. C'est un parcours du combattant. Et quand vous allez aux urgences, vous pouvez attendre à peu près 7 heures avant d'être pris. Et même si vous êtes pris, de toute façon, il y a tellement de monde que vous n'y arrivez pas. C'est un système qui souffre. Mais je pense qu'il ne souffre pas parce que les infrastructures sont mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont insuffisantes aujourd'hui, mais elles sont pas mauvaises. Par contre, le fait que l'île ne soit pas du tout attractive au niveau des médecins, des spécialistes, etc., fait que de toute façon, le système de santé ici est devenu quelque chose qui doit être vraiment grandement amélioré. Et puis quand j'ai vu que le docteur Ahmed Abdou est parti alors qu'il a beaucoup travaillé là-bas, c'est vraiment dommage. Mais quand je vois des médecins comme le docteur Conan, comme le docteur Noël, comme des gens comme ça, qui sont debout à ce territoire depuis des années. Et quand je vois à quel rythme ces gens travaillent, et même quand ils sont malades, ils viennent quand même travailler parce qu'il manque de médecins ici, je salue ce genre de choses. Et quand je vois qu'il n'y a pas assez de médecins et que parfois le peu qu'on a préfère faire de la politique et dans des avions tous les deux jours, je me dis il y a probablement d'autres choses à faire que d'aller faire de la politique juste en montrant qu'on peut être docile alors que vraiment il y a des choses à faire. Non, l'hôpital, c'est pas mauvais, peut être amélioré, mais je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose de rediscuter sur l'ARS, même s'il y a une ARS La Réunion Mayotte, mais que par rapport à cette question qui est cruciale, quand on connaît ce qu'on demande à la médecine aujourd'hui, parce que ça va très vite au niveau de la science, il faut absolument que La Réunion Mayotte travaillent vraiment en commun, main dans la main, pour améliorer le système ensemble. Alors Mahmoud, on va rester toujours dans cette jeunesse dont on parle beaucoup, la jeunesse mahoraise, qui est l'avenir de cette île justement, en allant du côté du CUFR avec ce pôle culture qui propose de plus en plus d'activités aux étudiants. On regarde les images et on en parle juste après. Ateliers artistiques, conférences, projets montés, depuis maintenant 2 ans, le CUFR met en place des pratiques culturelles. Et ce que l'on peut dire, c'est que le choix est large. Ateliers théâtre, danse et culture hip-hop, photographie, musique et chant ou encore ciné-club. Pour permettre aux étudiants de participer à ces ateliers, le CUFR a mis en place des créneaux culture. Ainsi, de 11h à 14h chaque vendredi, aucun étudiant n'a cours. Et aujourd'hui, une bonne ambiance régnait sur la scène de l'atelier théâtre, assuré par El Majid Sindou de la compagnie Ariart. Bakar Makini et Mbaenoura nous expliquent la raison de leur participation à cet atelier. Vers la fin de l'année, on voit des spectacles, ce qui est vraiment très rare à Yacht. Donc cet atelier nous permet aussi de rencontrer des professionnels. On rencontre aussi des étudiants, des élèves d'autres pays comme La Réunion. Quand on était en première année, il y a eu des élèves de La Réunion qui étaient venus ici. Et ils nous montrent ce qu'eux ils ont fait et nous vice-versa. Pour nous aussi, ça nous aide. Par exemple, si on est timide, ça nous aide aussi de monter sur scène, d'affronter cette timidité. Autre atelier qui fonctionne bien, le club photographie, assuré par Charles Bonnefond. Et à raison, puisque l'offre du pôle culture est bien fournie. En effet, des photographes professionnels interviennent et exposent régulièrement au centre universitaire, ce qui constitue un atout pour les étudiants. C'est un métier que je ne connaissais pas. Et dès que j'ai entendu photo, je me suis dit waouh, pourquoi ne pas tenter ma chance? Ça permet aussi aux étudiants de faire un repos intellectuellement, de s'ouvrir à d'autres cultures et aussi avoir d'autres horizons. Je fais de nouvelles connaissances et j'apprends des nouvelles techniques aussi. À part les cours, ça nous permet de nous évader un peu. Et s'aérer l'esprit, c'est également la raison pour laquelle Abdallah Nousfati participe au ciné-club. On était en période d'examen et on a fini les trucs, tout ça. Et comme là, on voit déjà les notes, on était un peu stressé. Donc, pour oublier les mauvais moments,
on préfère plutôt venir à regarder le film. D'autres clubs ont été mis en place plus récemment, comme l'atelier hip-hop et danse, animé par AC d'Hip-Hop Evolution, ainsi que l'atelier musique et chant, dont la première séance a eu lieu ce midi. Le chant, ça m'intéresse beaucoup. Pour l'écriture, je vais me demander à mon prof, mais il y a 2 ateliers qui m'intéressent, le chant et l'écriture. Mais comme c'est l'inauguration aujourd'hui, du coup, je vais essayer. Ça apporte de la culture générale. Et c'est Dio, auteur, compositeur, interprète et musicien, qui anime cet atelier. Je suis dans une optique de transmission et puis donner un petit peu de mon savoir, de ce que j'ai appris un petit peu en tant qu'artiste, chanteur, et puis pourquoi pas donner envie à certains de continuer dans cette voie-là. Les 8 séances de l'atelier musique déboucheront sur un concert public de Dio et des étudiants au CUFR le 17 mai prochain. Mais ce n'est pas le seul événement destiné à tout public. On essaye d'être un peu plus connu, de manière à ce que toute la population puisse effectivement participer aux conférences par exemple, mais aussi à certaines manifestations, dont celle d'Hippocampus, les concerts Hippocampus qui sont bien entendu ouverts à tous. Prochain rendez-vous culturel du CUFR ce samedi à 19h30 sur l'esplanade du centre universitaire où Ataman Djouka et Tony Truant donneront un concert public de ska rock. Alors du théâtre, du cinéma, de la photographie, l'on s'en passe des choses du côté du CUFR de Dembéni, Mahmoud. J'ai regardé ça avec délectation. Mais franchement, je pense que là, ils ont eu une idée de génie. Vous savez, pour former des leaders, de bons leaders, les formations ne sont pas que techniques. On utilise les moyens du théâtre, on utilise les moyens, la danse, la musique, le chant. Parfois, on explique à un leader, pour prendre la parole, devant un public, il faut maîtriser l'air qui circule dans le ventre et ce sont les mêmes techniques qu'utilisent les chanteurs. Moi j'ai suivi par exemple une formation de leadership, c'était incroyable. Vous allez prendre la parole devant un public qui peut vous impressionner, de grands patrons, de grands financiers, etc. Et vous vous mettez dans une salle. Et dans la salle, vous tapotez comme ça en faisant et quand je faisais cette formation, j'ai pensé par exemple aux rugbyman néo-zélandais qui ils arrivent et ils font leur tous ces gestes sur le truc et ça après ça les booste et ils vont sur la compétition et arriver à former des étudiants sur les questions techniques, les mathématiques, la philosophie, la sociologie, la physique, le marketing, toutes ces techniques-là. Et puis quand ces gens-là après vont faire du sport, parce que ça aussi, vont faire du basket, du football, etc. Regardez aux États-Unis, vous avez des tournois des universités qui sont, et les étudiants qui jouent dans ces tournois de basket dans les universités sont de vrais stars. Et vous avez par exemple toutes les cheerleaders, vous savez, ces jeunes femmes qui s'habillent en jupette avec des trucs qui vont après pendant les mi-temps. Enfin, tout ça, ça contribue à une ambiance dans le campus universitaire. Et cette ambiance-là après booste la capacité des étudiants à s'ouvrir l'esprit, à aérer, hydrater leur mentalité, leur cerveau. Après, ça donne des étudiants incroyables. Donc tout ça, sport, théâtre, cinéma, chant, musique, amené à l'université, c'est une idée de génie. Mais après, il faut qu'ils songent à faire un campus universitaire, un beau campus universitaire avec des bibliothèques universitaires, des tas de choses aussi comme ça, qui feront vraiment de ce centre-là quelque chose de valable pour former nos jeunes. Mais j'ai adoré. Alors, en tout cas, un projet qui a été mis en place depuis 2 ans et j'espère qu'il continuera encore et encore durant les années à venir. Mahmoud, maintenant, je vous propose de parler un peu de votre univers à vous, de votre actualité, on va dire, avec ces nouvelles activités dans lesquelles vous vous lancez. On en a parlé récemment. Dites-nous-en davantage. Tout part de l'observation. J'ai navigué un peu ailleurs
Il faut dire que j'ai travaillé pour quelques grandes boîtes, j'ai suivi des formations, j'ai des certifications dans certaines choses, en qualité Six Sigma, dans le risk management, j'ai fait des formations de leader à la Columbia Business School, etc., etc. Je suis venu à Mayotte en amenant des méthodes qui ont été d'une certaine façon rentabilisées dans ces grosses boîtes à l'extérieur. J'ai utilisé des méthodes, notamment des méthodes américaines, en essayant de sortir d'abord la cime de sa torpeur, du bord de liquidation où elle se trouvait, l'organiser, en faire d'abord un outil avec un siège ultra moderne, etc., mais surtout faire un outil pour le développement de Mayotte. Je dois dire que j'ai réussi une vision, mais j'ai échoué parce qu'à un moment donné, j'ai perdu la bataille face à tous les blocages. Alors j'ai écrit un livre pour ça, pour montrer combien à Mayotte, il y a des blocages, même quand vous venez avec les meilleures idées du monde, d'innovation, vous réfléchissez, vous avez une vision, vous êtes bloqué de toute façon. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans le privé et je veux inviter les autres personnes qui ont envie de faire des choses dans le privé, mais dans le privé, il y a des risques. Mais vous prenez des risques, mais si vous êtes capable d'innover, de réfléchir, de prendre des risques, de voir le futur, de créer des choses et de résister à des pressions, de faire face à la concurrence et chaque fois de simuler, de prévoir, de faire des choses très techniques, vous pouvez arriver. Donc j'ai envie d'amener à Mayotte ce que j'ai appris dans ces grandes boîtes à l'extérieur, là où j'ai été formé, je me suis formé moi-même, j'ai copié chez les autres, j'ai regardé les gens faire et utiliser aussi les réseaux d'amis que j'ai laissés dans toutes ces boîtes, notamment dans la finance internationale. Et j'ai envie de faire en sorte de ramener tout ça vers Mayotte et d'aider le monde de l'entrepreneuriat mahorais à grandir. Si ce monde grandit, alors je grandirai aussi. Et Mayotte grandira, voilà. bien sûr. Et Mayotte grandira plus tard. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il faut faire grandir les autres pour grandir soi-même. Et donc, mon idée, c'est de faire grandir les autres. Mais si j'arrive à faire grandir les autres, alors je grandirai et mon entreprise deviendra grande. Mais deviendra grande que si j'arrive à faire en sorte que les autres entreprises deviennent grandes aussi et contribuent, partent de leur statut de petite lueur aujourd'hui à un statut de lumière qui va éclairer carrément Mayotte. Alors, il s'agit de l'entreprise dont vous parlez, c'est Clémaille. Clémaille qui rentrera en activité d'ici peu de temps, hein, Mahmoud, clairement. Alors Clémaille, donc c'est Center for Leading to Excellence Mayotte, mais bien Mayotte pour bien le baser, mais le nom je l'ai mis en anglais. Pourquoi justement avoir choisi l'ouverture, D'accord. Pour l'ouverture à la région. Et quand je vais contacter des gens, probablement la plupart des gens que je vais contacter seront dans un monde anglo-saxon. Les gens que je connais aujourd'hui, il y en a à Paris, mais il y en a surtout à Londres, à Singapour, à Hong Kong, à New York, etc. Ce sont les gens que je vais essayer de contacter, et puis des gens de la région, au Kenya, au Zimbabwe, à Maurice, etc. C'était le sens de ce nom. Mais à Mayotte, on peut juste dire Clémaille. Dans Clémaille, il y a la clé, et cette clé-là doit nous ouvrir à l'excellence et nous ouvrir au monde. Plutôt bien réfléchi, c'est ça l'idée clé, ça fait la clé pour ouvrir. Sur le logo, il y a le map monde, et donc on ouvre pour aller vers ce que le monde a de meilleur, donc vers l'excellence qui devient quelque chose d'universel dans le monde, mais on l'ouvre à partir de Mayotte. C'est ça l'idée. Merci beaucoup Mahmoud. En tout cas, on suivra vos activités très prochainement, que vous allez exercer très prochainement. En tout cas, c'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos, toujours sur KTV.
Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Bienvenue dans cette émission Monte le son. Soyez la bienvenue dans cette émission Monte le son. Que du son, que du bonheur, que des hits, que des nouveautés. Donc on va vous faire rêver. Retrouvez-nous dès 15h sur vos écrans. C'est à la radio ainsi que à la télé. Poésie FM 106.9. C'est Monte le son.